Alors, est-ce que vous m'entendez? Ok, super. Bon, bah, on va commencer du coup. Hop, c'est bon. Est-ce que le diapo il s'affiche? Désolée, c'est mon premier cours. Ok, super. Donc, le cours que on va faire, bon, déjà, je me présente. Je suis Elodie et je suis en deuxième année de médecine. Moi, je vais faire la première moitié et après, c'est ma collègue qui va s'occuper de la deuxième moitié. Donc le cours là, c'est sur éthique et génétique. Je crois que en passe, le COS, il en parle déjà un peu, mais celui-là, il me semble qu'il est un peu plus approfondi. Bon, c'est des cours intéressants, mais ça va, c'est pas compliqué. Donc normalement, ça devrait le faire. Euh, En gros, le but de ce cours, c'est de présenter les dilemmes moraux que la génétique a fait survenir. Et donc, du coup, ouais, le prof, comme d'hab, il utilise les quatre principes éthiques, autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice pour faire sa petite présentation. Et au début, on parlera du contexte historique, culturel et voilà. Donc, du coup, en intro, la naissance de la génétique, parce que c'est une science, c'est une discipline qui est relativement récente. Ça date du 19e siècle avec la loi de Mendel. Et donc, avec la naissance de ces lois, eh ben, il y a eu une volonté d'améliorer l'espèce humaine en s'affranchissant des gènes délétères. Ça s'appelle l'eugénisme, mais on va le revoir après. Mais du coup, bah, quand la génétique a commencé à à être à la mode, j'allais dire, mais quand elle a commencé à venir, eh ben, il y a eu toute cette idée de dissuader les individus porteurs de mauvais gènes de procréer et au contraire d'inciter les gens qui avaient une pureté de gènes, donc les gens beaux, les gens intelligents, eux, de les inciter à procréer pour au final se retrouver avec que des gens porteurs de bons gènes. Et donc là, enfin, on appelle ça se libérer des tarés dans le sens porteur de mauvais gènes, c'est ce que ça veut dire taré. Voilà. Ça, c'était au 19e siècle. Ensuite, après, au XXe siècle, il y a eu un détournement de l'usage de la génétique avec, pendant la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et les Lebensborn. Désolée pour ma prononciation. En fait, c'était des lieux d'accouplement entre soldats allemands et femmes aryennes. Il y a eu une centaine d'enfants qui sont nés comme ça, bah, des enfants avec des gènes purs, quoi. Et bref, avec des parents sélectionnés, voilà, pour donner une race supérieure. Sauf que bah, ce que ça a fait ça, le nazisme et tout, c'est que ça a entraîné un énorme rejet de la génétique euh, jusqu'à dans les années 75. Monsieur Lecoz, il fait quand même la différence entre le racisme et l'eugénisme en soi. Alors, je pensais que c'était super important, il nous a absolument pas posé de questions dessus, mais euh, en gros, une fois qu'on le sait, c'est assez facile à comprendre, mais je pense qu'il faut quand même faire la distinction au cas où. Le racisme, c'est l'idée qu'il y a des races supérieures à d'autres, c'est une doctrine, alors que l'eugénisme, c'est une science avec comme but, au final, d'arriver avec une espèce humaine améliorée, génétiquement pure. Et donc, dans le nazisme, il y avait les deux. Genre, bien sûr, ils étaient racistes, mais il y avait aussi l'eugénisme avec l'exemple des Lebensborn dont on vient de parler. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et dès que je les vois, j'y réponds. Donc, ensuite, il y a eu toute la période, comme je disais, avec ce rejet de la génétique. Et pendant cette période-là, qui s'appelle les Trente Glorieuses, de 1945 à 1975, eh ben, il y a eu l'essor de la psychanalyse. Bon, bah, s'il y a des lasses psycho, voilà, hein, vous connaissez bien la psychanalyse. Mais bon, ça a pas fonctionné très longtemps parce qu'il y avait une tonne de critiques.
En fait, la psychanalyse, ça explique les problèmes et les maladies par des causes inconscientes, comme le refoulement, le ça, le surmoi, le moi. Bref, le prof le détaille pas trop. Mais bon, tout ça pour dire que ça n'a pas fonctionné parce que ça reposait donc sur des croyances, il n'y a rien qui était vraiment prouvé, et du coup, ça permettait pas de guérir les maladies. Et en plus, ça responsabilisait trop les mères, notamment dans le cas de l'autisme. Parce que, par exemple, la psychanalyse expliquait qu'un enfant était autiste parce que sa maman, elle lui avait pas donné assez d'attention quand il était bébé. Et du coup, bah, en grandissant, ça l'a renfermé sur lui-même. Enfin, bon, bref. C'était des explications qui juste pouvaient pas tenir la route trop longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un retour de la génétique et vraiment d'énormes progrès de cette discipline après les années 70, euh, comme par exemple le test de la maladie de Huntington. Après, les dates, je pense que ça sert à rien. Il a vraiment pas posé de questions sur les dates. Mais bon, juste pour avoir un peu la chronologie, ça reste important. Et donc, du coup, là, le prof, il parle de tout ça. Il parle du contexte, parce qu'en fait, la génétique, elle pose une question éthique, comme par exemple, faut-il réaliser des tests de détection des maladies quand il n'y a pas de traitement? Ça, c'est un peu le dilemme principal avec la génétique, à savoir, ben, est-ce que vraiment je veux savoir que je vais avoir l'Alzheimer, alors que de toute façon, je ne pourrais pas le soigner. Du coup, bah, à partir des années 90, au moment vraiment de cet essor de la génétique, eh ben, euh, il y a des nouveaux dilemmes qui apparaissent et le CCNE va être saisi par le ministre de la Santé pour rendre des avis sur les règles qu'il faut prévoir comme garde-fou pour encadrer cette nouvelle discipline qui est vraiment à part de la médecine parce qu'elle repose sur le dépistage et ça, c'est tout nouveau. Donc, du coup, vu qu'elle évolue rapidement, que c'est nouveau, que ça pose des dilemmes moraux, eh ben, le CCNE va poser des garde-fous en utilisant les 4 principes éthiques que sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Et c'est sur ça que le cours est basé. Du coup, on va les voir un par un en rapport avec la génétique. Euh, voilà, on va commencer avec le principe d'autonomie. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, l'information génétique, elle pose des dilemmes, notamment juste dans le fait d'expliquer à son patient la maladie qu'il a et le dépistage. Le problème avec l'information génétique, c'est qu'elle véhicule un vocabulaire complexe et donc dans ce cas-là, ben, le généticien, il va avoir un problème, à savoir est-ce qu'il va trop simplifier l'information pour essayer de faire comprendre le patient, mais au final, du coup, eh ben, il va expliquer quelque chose de faux, ou est-ce qu'au contraire, il va être trop loyal, et dans ce cas-là, le patient va rien comprendre, parce que s'il utilise un vocabulaire trop complexe, eh ben, pour n'importe qui n'a pas fait des études en génétique, eh ben, il va rien comprendre, et dans ce cas-là, ben, la discussion aura servi à rien du tout. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que il faut que le généticien il trouve des moyens d'expliquer aux patients par des images, par des métaphores ce qui se passe. Il utilise des dessins. Enfin, voilà, juste trouver des moyens en fait d'expliquer aux patients pour pour qu'ils comprennent un peu. Voilà. Oh, voilà un exemple, ça pourrait dire qu'il y a eu une erreur de frappe dans la reproduction des lettres dans le cas de l'ADN. Enfin voilà, juste utiliser des techniques pour faire comprendre le patient. Dans le cas de l'information au patient, euh, il y a 3 possibilités. Il y a la possibilité numéro 1 qui est que le patient, c'est lui qui prend l'initiative de la consultation. Donc, a priori, il est d'accord. Mais il faut savoir quand même qu'il a le droit de ne pas savoir et aussi il a le droit de se raviser. Donc, ça veut dire que si euh, il vient, il vient pour une consultation et qu'au dernier moment, il décide que c'est trop pour lui et il décide de ne pas savoir,
sa maladie, il veut pas, et on a le droit, enfin, il a le droit, il a totalement le droit de partir. Par exemple, ça pourrait être le cas pour le test de la maladie de Huntington, parce que quand un parent l'a, on a une chance sur deux de l'attraper. Donc là, il peut se poser des questions à savoir est-ce que vraiment j'ai envie de le savoir, mais d'un autre côté, ça ne peut pas être soigné. Donc il peut se raviser au dernier moment, il peut ne pas savoir. Et si c'est lui qui prend l'initiative de la consultation, eh bien, a priori, tant mieux. À tout ça, il y a une exception, c'est le consentement rétrospectif. En fait, il tempère le manque de prise en compte de la volonté du patient. C'est quand, par exemple, un parent demande si son enfant a une maladie génétique parce qu'il a constaté que son enfant avait un retard. Et donc, du coup, on peut découvrir dans ce cas-là que l'enfant a bel et bien une maladie génétique, mais sauf que ce n'est pas l'enfant qui a été à l'initiative de cette demande. L'enfant, il était, a priori, il n'était pas forcément consentant. Donc, du coup, ce qu'on utilise, c'est le consentement rétrospectif, où plus tard, on fait venir l'enfant et on lui explique pourquoi on a fait le test génétique, on lui explique toutes les informations pour qu'il se réapproprie euh, et ben, ce qui s'est passé quand il était enfant, quoi. En fait, l'idée, c'est de rattraper le coup. Enfin, voilà. Alors ensuite, comme autre exemple par rapport au dépistage, le prof nous parle des tests génétiques. En fait, le principe d'autonomie, eh ben, ceux qui veulent libéraliser et légaliser les tests génétiques, eh ben, enfin, ils brandissent le principe d'autonomie en disant que eh ben, ce serait notre droit de savoir, par exemple, si on a un gène de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, parce que, bah, par exemple, plusieurs personnes dans sa famille l'ont. Sauf que le Conseil d'État a rendu un avis défavorable à ces tests pour les trois raisons qui sont notées sur la diapo. C'est-à-dire que, premièrement, la fiabilité est relativement douteuse, dans le sens où l'information, normalement, bah, comme on a dit tout à l'heure, elle doit être loyale, elle doit être fiable, alors que là, dans le cas des tests génétiques libres, eh ben, c'est plus un business. Et en plus, du coup, bah, le consentement serait tronqué parce que l'information n'est pas loyale. Donc ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est l'information abondante. Et ce qui veut dire par là, le prof, c'est que c'est difficile à interpréter pour l'individu. Si on lui dit tu as des prédispositions pour telle maladie, c'est quand même beaucoup moins efficace de lire sur son ordinateur que d'avoir un médecin en face de nous qui nous l'explique. Et en plus, ça implique des personnes de la famille qui ont absolument rien demandé. Si on sait qu'on a une maladie génétique, eh ben, c'est fort. Enfin, normalement, on est obligé là, de le dire à ses frères et sœurs. Donc, on altère leur qualité de vie en plus d'altérer la nôtre. Et donc, c'est des informations ouais, anxiogènes, quoi, alors qu'à la base, ils n'avaient rien demandé. Donc, c'est les trois raisons pour lesquelles il y a un avis défavorable quant à ces tests génétiques, malgré le principe d'autonomie, malgré le fait que eh ben, si la personne voudrait savoir est-ce qu'elle va avoir l'Alzheimer, eh ben, en principe, selon le principe d'autonomie, elle pourrait avoir le droit, mais c'est pas accepté. Alors ensuite, on va voir le principe de bienfaisance. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, hein. Bon, c'est pas hyper compliqué, mais je vois le chat. Le principe de bienfaisance, bon, bah, pour rappel, c'est faire du bien et bien faire. Ça, je suppose que vous l'avez pas mal vu, surtout si vous étiez en passe l'an dernier. Mais dans le cas de la génétique, eh ben, ça pose une question, comme je disais tout à l'heure, par exemple, est-ce qu'il faut savoir la maladie si au final on ne peut pas la traiter? Mais globalement, c'est considéré comme un acte de bienfaisance de faire un test de dépistage. Du moins, on va voir des exemples après pour certaines maladies. Même s'il n'y a pas de traitement, on peut quand même effectuer le dépistage. Et même Hippocrate aurait considéré que la génétique, ça accomplit bien un bien en faveur du patient. Et aussi, on distingue
faire du bien et bien faire. Faire du bien dans le sens faire un acte de compassion, un acte de fraternité, apaiser la souffrance, et bien faire dans le sens exercer son métier avec professionnalisme, bonne pratique. Voilà. Alors, l'idée de la bienfaisance et, et de la génétique, ce qu'elle a apporté, c'est qu'avant la génétique, quand on n'avait pas les outils donnés par la génétique, eh ben, les explications données aux maladies, aux handicapés, enfin aux handicaps, pardon, c'était des causes religieuses, c'était des superstitions. Par exemple, vous êtes maudit, c'est une sanction divine. Et il y a aussi beaucoup d'explications religieuses qu'on trouve dans la Bible. Et du coup, ça faisait que ça développait une certaine culpabilité chez le patient, de savoir que peut-être que le patient était maudit s'il était handicapé, alors qu'avec la génétique, on reconnaît que c'est simplement le hasard. En fait, le fait de reconnaître que c'est le hasard et que c'est pas le fait d'être maudit, ça, enfin, ça crée un apaisement chez le patient. Ça lui redonne aussi du pouvoir sur lui-même, parce que si on sait que c'est une maladie génétique et que c'est pas juste comment on appelle ça, une sanction divine, et ben ça donne au patient la possibilité d'aller voir des médecins, de prendre en charge sa maladie, plutôt que se dire bon bah je suis maudit, je peux rien y faire de toute façon, et puis c'est de ma faute. Donc ça donne ouais genre ouais enfin une forme d'apaisement. Euh, Ce qu'il y a aussi avec la... Ah oui, le prof, il donne l'exemple de l'Évangile avec un épisode au cours duquel Jésus, il fait en sorte d'exorcisme à un jeune homme qui avait un démon. Et du coup, bah, par cet acte, il exclut le mal du jeune homme. Donc, à travers cet exemple, on voit que face à la maladie, ils n'avaient pas de connaissances rationnelles et que pour eux, vraiment, c'était une histoire de démon, quoi. Alors que avec la génétique, on se rend compte que pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste du hasard et les patients, eh ben, ils n'ont rien fait pour ça. Et enfin, ouais, c'est de la malchance, quoi. Euh, Et par rapport à la fin de l'errance diagnostique, c'est l'idée que, par exemple, parfois, il y a des gens qui vont être malades pendant des années et qui savent pas ce que c'est. Et même leur famille, bah, au final, on a l'impression qu'ils qui prétendent être malades, quoi, parce qu'à force d'aller voir les médecins, d'aller prendre des rendez-vous et que tous les médecins ne trouvent pas, et ben, au final, déjà, c'est pesant pour la personne, mais c'est aussi pesant pour toute la famille autour, parce qu'on se dit, mais attends, mais elle ment, parce que là, clairement, personne ne trouve rien. Et avec la génétique, et ben, ça donne une forme d'apaisement due à la fin d'errance diagnostique. C'est une forme, enfin, en soi, c'est une forme de thérapeutique, quoi. De savoir que au final, la personne, elle mentait pas, c'est juste qu'elle avait une maladie génétique et qu'avant la génétique, on n'avait aucun moyen de le savoir. Voilà. Donc, comme je disais, la génétique, elle se base surtout sur le dépistage et c'est ça qui pose des dilemmes. Donc, les garde-fous au dépistage du CCNE, ils sont au nombre de 6. Je ne sais pas vraiment s'il faut les apprendre par cœur, parce qu'il ne nous a pas du tout posé de questions là-dessus. Je sais pas, je pense pas vraiment que c'est... Parce que lui, le prof, il voit plus la compréhension plutôt que d'apprendre par cœur ce genre de choses. Mais bon, je dis au cas où, il vaut mieux l'apprendre. Donc les garde-fous, ça va être la gravité de la maladie. Il faut que ce soit une maladie fréquente, qu'elle qu'on- qui est, qu'elle soit curable avant l'apparition de troubles irréversibles, que le test de dépistage soit relativement simple, qu'il soit reproductible et efficace, et que le rapport coût-bénéfice soit socialement acceptable. Ça, c'est les garde-fous au dépistage du CCNE. Et le prof, il nous donne l'exemple du test néonatal du buvard, qui est un test fait chez les bébés. En fait, on leur prélève une goutte de sang et on va regarder s'ils ont des prédispositions
à certaines maladies génétiques pour lesquelles il existe des traitements préventifs. Mais ce qui est important, selon le CCNE, c'est que le dépistage, il doit être bénéfique à l'enfant et améliorer ses conditions de vie et son espérance de vie de façon significative. Par exemple, dans les années 2000, il y a eu un débat pour savoir si on devait dépister la mucoviscidose, alors que dans les années 2000, il n'y avait vraiment pas de médicaments. Et aujourd'hui, on commence à peine à trouver des médicaments contre la mucoviscidose. Donc voilà, c'est un exemple de débat qu'il y a eu par rapport aux maladies et au dépistage. Ah oui, et aussi l'idée que le dépistage doit être bénéfique à l'enfant, c'est que plus tard, quand on fera le consentement rétrospectif, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais il faut que l'enfant se dise ah oui, vous avez bien fait, et pas que ce soit inutile, quoi. Hop. Ça, c'était les critères du CCNE. Le prof, il nous donne aussi les critères pour l'OMS, qui sont les critères de Wilson et Junkner. Il n'y en a que 4, mais c'est des critères différents. Moi, j'avais trop peur qu'il fasse un piège là-dessus, qu'il inverse les critères de l'OMS et les critères du CCNE. Mais bon. Donc ces critères-là, c'est que la maladie, elle représente un problème de santé publique. C'est l'idée qu'il y a beaucoup de malades, quoi. C'est une maladie fréquente, qu'il existe un traitement accepté par les patients et que le test est acceptable pour la population. Et enfin, que le coût soit équilibré. Enfin, voilà, il ressemble à ceux du CCNE au final. Donc du coup, par rapport à ça, il nous donne un exemple en utilisant les critères de l'OMS. Et donc du coup, on peut regarder si, est-ce que dans le cas de la maladie d'Alzheimer, ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup. Donc déjà, la maladie d'Alzheimer, elle est génétique dans seulement 3% des cas. Donc on regarde par rapport aux critères de l'OMS, est-ce que ça vaut le coup? Donc déjà, la maladie, est-ce qu'elle représente un problème de santé publique? Oui, parce qu'il y a 800 000 patients qui sont atteints de la maladie. Donc on peut dire que c'est un problème de santé publique, ça n'a pas de souci. Ensuite, est-ce qu'il existe un traitement accepté par les patients? Ça, on sait que non. Il n'y a pas de traitement pour la maladie d'Alzheimer. Donc déjà, c'est un critère qui n'est pas validé. Ensuite, un test qui est acceptable pour la population, et ben, en fait, le problème, c'est que ça découle du critère numéro 2. S'il n'y a pas de traitement, et ben, le test, globalement, il ne serait pas accepté par la population parce que à quoi bon savoir que je vais avoir l'Alzheimer dans 10-20 ans, alors qu'au final, ben, ce sera incurable. Et enfin, le coût de la recherche des cas qui doit être économiquement équilibré. Et dans ce cas-là, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, la maladie, elle est génétique que dans 3% des cas. Donc, ce serait un coût très, très élevé pour essayer de trouver ces 3% d'origine génétique. Donc, ce serait très peu rentable. Donc, au final, pour le cas de la maladie d'Alzheimer, eh ben, on ne pratique pas de dépistage. C'est un exemple de maladie où ben, le dépistage est considéré comme pas rentable, donc on ne le fait pas. Il y a d'autres maladies qui, comme l'Alzheimer, n'ont pas forcément de traitement, comme, enfin bref, maladie X, Y, Z. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est important dans ces idées de critères de l'OMS, que ce soit l'OMS ou le CCNE, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de tous les critères pour eh ben, faire le dépistage de la maladie. Par exemple, dans le cas de la mucoviscidose, il n'y a pas vraiment de traitement, mais il faut quand même faire une prise en charge rapide avec des séances de kiné, avec des séances d'aide. Et du coup, dans ce cas-là, on fait le dépistage. Pareil pour la phénylcétonurie, on fait le dépistage parce que l'hygiène alimentaire à mettre en place elle est très importante. Elle peut permettre aux patients de vivre une vie à peu près normale. Et donc, dans ce cas-là, bah, bien sûr, enfin, on ne pourrait pas dire on ne fait pas le dépistage alors qu'il existe quand même des moyens d'améliorer les conditions de vie du patient. Et donc ça, c'est l'idée principale, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin de tous les critères. Quelques critères suffisent. L'autre exemple, c'est le déficit en MCAD.
C'est très très rare, voilà, 1 à 5 nouveau-nés sur 10 000. Donc ça ne respecte pas le critère de problème de santé publique. Ça ne respecte pas non plus le critère de traitement. Mais avec un régime adapté, on peut éviter des complications. Donc oui, on va faire le dépistage parce que bah, l'idée, c'est qu'une vie n'a pas de prix, quoi. Enfin, si on peut aider, bah, même si ça coûte cher, il faut le faire quand même. Mais- Je crois que c'est fini. Ouais, pour ma partie, c'est fini. Donc j'ai fait un WooClap. Si vous arrivez à vous connecter, si ça vous intéresse, et ben, utilisez le QR code. Après, sinon, si ça ne marche pas, il y a les QCM après dans la suite du diapo. Mais oui, j'ai pas un WooClap, mais attendez, mais je crois qu'il ne marche pas. Mais il s'affiche avec les réponses, non? Ah ok, bon bah parfait. Parce que moi, j'ai essayé de le faire, il y avait les réponses déjà cochées. Je me suis dit, super, ça va être très compliqué comme QCM. Déjà qu'il n'y en a que deux, ils sont pas très durs. Bon, après, le cours est pas très dur, hein, mais ouais, ok, ok, c'est pour ça. Bon, du coup, je pense on peut faire la correction, si ça va pour tout le monde. Je vais la faire sur le diapo direct, parce que c'est plus facile. En fait, je suis bête, mais j'ai pas mis mes codes sur mon téléphone. Bref, grand moment. Ah ouais? Ah, mais peut-être que c'est juste le... Hop, personne ne voit rien. C'est celui-là, peut-être? Ouais, voilà. Ok, c'est juste que j'ai inversé. Bon, j'espère que vous avez fait à peu près juste, mais je pense pas que du coup les réponses s'affichent. Donc, hop, je vais les afficher. Voilà. Donc, les réponses, c'était AE. J'espère que vous avez fait à peu près juste. Donc, la première question, c'était la génétique redonne au patient un pouvoir sur lui-même et peut créer une forme d'apaisement intérieur. Bon, bah, ça, c'est vrai, hein, je l'ai expliqué. C'est l'idée que bah, si tu passes des années sans savoir pourquoi tu es malade, bah, la génétique, ça peut te permettre de t'apaiser, quoi, parce que tu sais que tu mentais pas et que t'es pas fou et que tu as vraiment une maladie. Euh, le deuxième, parmi les garde-fous du CCNE concernant les tests de dépistage, il existe notamment l'existence d'un traitement accepté par les patients. Alors ça, c'est faux parce que c'est un critère de l'OMS. Alors vraiment, je pense pas que le prof va vous faire ça, mais c'est juste que moi, j'étais parano et je les ai tous appris par cœur. Donc, je vous conseillerais quand même de les apprendre par cœur au cas où, on ne sait jamais. Faire la différence entre les critères de l'OMS et les critères du CCNE. Bon.
En soi, c'est pas. Enfin, une fois qu'on le lit 2, 3 fois, ça va, ça passe. Ensuite, la mucoviscidose n'ayant pas de traitement, le dépistage de cette maladie ne vaut pas le coup. Et ben ça, c'est pas vrai, parce que la mucoviscidose, on fait le dépistage étant donné qu'il y a quand même des choses à mettre en place pour améliorer la qualité de vie du patient. Ensuite, l'eugénisme est une doctrine sur laquelle il existe des races supérieures à d'autres. Eh bien, c'est faux, parce que ça, c'est le racisme. Et enfin, il suffit que quelques critères de l'OMS soient validés pour pratiquer le dépistage d'une maladie. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est ce que je disais. Par exemple, bah, pour l'Alzheimer, c'est mort, mais pour la mucoviscidose, par exemple, ben, il suffit de quelques critères. La phénylcétonurie, pareil. Et pour la plupart, enfin, pas la plupart des maladies, mais pour beaucoup de maladies, il suffit de quelques critères. Bon, ensuite, je suis désolée, mais du coup, pour l'autre question, je ne peux pas vous mettre le WooClap là. Parce qu'en fait, j'ai plus mes codes, donc du coup, je peux même pas me connecter sur. Bon, par contre, il faut pas. Voilà, hop, et je vais remettre le premier QCM. Donc pour celui-là, et ben du coup, si vous voulez le lire avant que je fasse la correction, hop, je vous laisse un peu de temps pour le lire. Bon, si vous avez des idées de réponse, n'hésitez pas à les noter dans la discussion. Si vous n'avez pas vu les réponses tout à l'heure, parce qu'en soi, le diapo de la correction, c'est affiché. Mais si vous avez des idées, n'ayez pas peur. BDE. Alors, on va voir. Bon, c'est bon, hop, je vais passer. Bravo, c'était BDE. Bon, voilà. Mais ce cours est vraiment pas très compliqué. C'est bon, du coup, pour la A, le diagnostic des maladies incurables enfreint complètement le principe de bienfaisance. Non. Enfin, bref, on l'a expliqué. C'est un peu les mêmes questions qu'il y avait dans l'autre QCM, toujours pas. En génétique, informer le malade crée un dilemme car l'information possède un vocabulaire complexe. Ça, oui, c'est l'idée que s'il en raconte trop, eh ben, il va être inintelligible. Mais au contraire, s'il en raconte pas assez, ben, il y a des risques qui disent des trucs totalement faux, quoi. Ensuite, le respect du principe de bienfaisance envers le patient comporte un risque. Alors, déjà, c'était inintelligibilité. Mais bon, sinon, c'était faux à cause du principe. Enfin, c'est pas le principe de bienfaisance, c'était le principe d'autonomie. Quand on parle d'inintelligibilité et de falsification, c'est le principe d'autonomie parce que c'est l'idée qu'il faut que l'information elle soit loyale pour qu'il n'y ait pas de consentement tronqué. Ensuite, pour le Conseil d'État et les tests génétiques, bah ça bien sûr que c'est vrai, ils sont totalement contre. Et ensuite, le consentement rétrospectif permet de respecter l'autonomie du patient et tempère le manque de prise en compte de sa volonté. Ça, c'est vrai. Quand il est adulte, eh ben, on explique pourquoi, quand il était enfant, on a fait ces tests génétiques.
Donc voilà, c'est tout pour ma partie. Et du coup, maintenant, bah, il y a ma collègue qui va faire l'autre moitié. Merci. Ok, est-ce que vous m'entendez? Ok, parce que moi, je vois plus rien. Ok. Alors, est-ce que vous avez besoin d'une pause ou ça va? Après, vous allez voir, ma partie, elle est super rapide, c'est pas très compliqué non plus. Mais si vous voulez qu'on fasse une petite pause jusqu'à 9h, c'est comme vous voulez. Hop. Bon, bah, du coup, on continue. Hop. Alors, nous, on va faire donc plusieurs petites parties. On va déjà voir le cas des découvertes incidentes. Ensuite, on va faire un petit récap sur le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance et le principe de justice. Alors, pour le cas des découvertes incidentes, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Une découverte incidente, c'est en gros un résultat inattendu. C'est par exemple, vous allez faire un test pour une maladie X et le généticien, il découvre l'existence d'un gène qui prédispose à une maladie Y. Et là, le dilemme, c'est est-ce que le patient, il a le droit de ne pas vouloir connaître les résultats qui ne sont pas attendus, donc les découvertes incidentes. Alors, on va voir plusieurs cas, si j'arrive à passer ma diapo. Alors, premier cas, on va voir le cas du dépistage du cancer du sein. Alors, quand on veut se faire dépister du cancer du sein, le généticien, il va regarder un gène qui s'appelle le gène BRCA1 et il va regarder si ce gène il est muté. Et si ce gène il est muté, dans 70 à 80% des cas, vous développerez le cancer du sein. Sauf que avec un peu de chance, on a des moyens de prévention. Et le moyen de prévention, je pense que vous le connaissez avec l'exemple d'Angelina Jolie, c'est la mastectomie. Donc, c'est l'ablation du sein pour ne pas développer le cancer du sein. Et du coup, comme il y a des moyens de prévention qui existent pour le cancer du sein, si vous avez la mutation BRCA1, vous êtes obligé légalement d'en informer votre famille. Donc, que ce soit vos sœurs, votre mère, etc., vos filles, vos enfants. Vous êtes obligé d'en informer la famille légalement, sinon bah, vous avez des sanctions pénales. Et voilà pour le cas du cancer du sein. On voit que ça affronte en fait le principe d'autonomie et le principe de bienfaisance s'affrontent entre eux. Le principe d'autonomie, c'est j'ai le droit de savoir ou non si j'ai le cancer du sein. Si j'ai pas envie de le savoir, je le dis au généticien. On a vu tout à l'heure, je peux même me raviser au dernier moment. Je peux dire j'ai pas envie de savoir si j'ai cette maladie. Donc ça, c'est le principe d'autonomie. Et il s'affronte avec le principe de bienfaisance. Le principe de bienfaisance, en fait, il dit que si je sais que j'ai cette maladie, eh ben, je dois absolument divulguer l'information. C'est pour mon bien, mais aussi pour le bien de ma famille, parce qu'il y a des moyens de prévention. Donc, tant qu'à faire, autant le dire à ma famille pour qu'ils puissent prendre leur disposition, faire une mastectomie, même si c'est une opération lourde, mais au moins on ne développe pas la maladie. Voilà. Et tout ça, ça relève de ce qu'on appelle la loi de bioéthique de 2021. Donc, c'est une loi assez récente qui dit, entre autres, que si le généticien il découvre que je suis porteur d'une autre maladie génétique, par exemple autre que celle du cancer du sein, je dis n'importe quoi, vous faites le test pour le cancer du sein, il découvre que vous avez un gène de prédisposition pour la maladie de Huntington, par exemple, bah, pour mon bien et celui de mes proches, il est obligé de m'en informer. Parce que comme ça permet que j'aggrave pas mon état de santé et je peux prévenir ma famille qui prendra leur disposition. Voilà, donc il a vraiment pas le choix, il est obligé de m'en informer. Et du coup, bah, on voit que la génétique, elle ébranle un peu le cadre classique du serment d'Hippocrate, tout simplement parce qu'en fait, bah, au niveau secret, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais au niveau secret médical, etc., c'est pas vraiment ce qui est écrit dans le serment d'Hippocrate. Là, le généticien, il est obligé de vous balancer les informations génétiques que vous n'avez pas demandées, parce que bah, c'est pour votre bien et pour le bien de votre famille,
en plus de ça, vous êtes obligé d'en informer votre famille. Donc, ce n'est pas le cadre classique du serment d'Hippocrate. C'est pour ça que la génétique, elle est un peu à part des autres disciplines de médecine. Voilà, si je vais trop vite ou quoi, vous me le dites. S'il y a des questions, normalement, je vois le chat. Mais vous pouvez prendre la parole aussi si jamais je ne le vois pas. Voilà, après, c'est vraiment pas compliqué. Ok, alors maintenant, on va voir une partie très importante, parce qu'en génétique, une chose qui est très importante, c'est la prudence. On a vu que c'était une science un peu spéciale. Déjà, elle n'est pas très compréhensible pour tout le monde, donc il faut être très prudent et savoir bien expliquer les choses aux patients. En fait, le patient, il ne doit pas croire tout simplement qu'on peut réparer ses gènes après la découverte de prédisposition. Il va découvrir que vous avez un gène qui prédispose à une maladie grave. Il ne faut pas que votre patient il croit que maintenant que je sais que j'ai cette maladie, on va pouvoir me guérir, c'est sûr. En fait, le généticien, il ne pourra pas agir directement sur vos gènes. C'est trop compliqué, on n'a pas encore les connaissances pour. Enfin, un petit peu, quoi, mais c'est compliqué. Et il va surtout agir sur les symptômes. Il va les retarder ou les affaiblir. Et ça, en fait, c'est important parce qu'à un moment donné, des scientifiques, ils parlaient de révolution génétique et les gens, ils devenaient fous. Ils pensaient vraiment que grâce à la génétique, on allait pouvoir soigner plein de maladies génétiques, sauver plein de vies, etc. Alors que c'était faux. Et on a un exemple qui est connu du Téléthon. Dans les années 90, donc il y avait le Téléthon et il soutenait la cause de la myopathie de Duchenne. Je ne sais pas si vous connaissez la maladie, c'est une maladie neuromusculaire. Et en fait, on a fait croire, sans le vouloir, hein, mais on a fait croire aux patients que grâce au Téléthon, la recherche, etc., on va leur donner de l'argent et on allait soigner tous les enfants qui étaient atteints de la maladie. Sauf que c'était faux, parce que c'est trop compliqué, c'est bien plus compliqué que ça, c'est long à mettre en place. La génétique, c'est compliqué, donc on ne peut pas soigner les enfants comme ça. Et ça fait une grosse désillusion auprès des parents et des enfants. Donc voilà, il ne faut pas que le patient croie qu'on pourra réparer ses gènes, c'est très important. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit résumé sur le principe de bienfaisance en génétique. Le principe de bienfaisance en génétique, il se décline en deux grandes parties. Il faut faire le bien pour le patient. Ça, c'est le cadre du principe de bienfaisance classique. Mais vous avez vu qu'il faut aussi faire le bien pour les apparentés. Parce qu'en fait, votre empreinte génétique, vous la tenez de votre mère, de votre père. Vous avez une empreinte génétique qui est similaire à vos enfants, vos frères et sœurs. Donc, si vous avez une maladie génétique, il y a de fortes chances pour que les gènes de prédisposition ils soient aussi présents chez votre mère, votre père, etc. Donc, il faut faire le bien pour le patient et le bien pour les apparentés. Et comment on fait le bien pour les apparentés ? Eh bien, en fait, les apparentés pourront bénéficier d'un traitement préventif ou curatif. Donc, préventif, on va prévenir la maladie. C'est par exemple le cas qu'on l'a vu de la mastectomie. Ou curatif, on va essayer de trouver des thérapies, s'il y en a qui existent. On va essayer de trouver des moyens, entre guillemets, de guérir ou d'apaiser les souffrances du malade. Ou bien, l'apparenté, il pourra bénéficier d'une consultation génétique. Donc voilà, j'annonce à ma mère que j'ai une maladie génétique, à ma sœur, etc. Elles pourront aller voir un généticien et en parler avec lui qui connaît mieux la génétique que moi. Donc voilà. Et les apparentés, ils pourront par exemple bénéficier d'un diagnostic prénatal, ce qui permettra de prévenir la naissance d'un enfant qui serait potentiellement malade. Voilà, vous savez que vous avez une prédisposition à une maladie génétique, vous pouvez vous poser des questions et me dire est-ce que ça vaut le coup que je fasse un enfant si ça se trouve, il sera malade, je sais que je suis malade, j'ai pas envie que mon enfant soit atteint. Donc, dans ce cas-là, on peut faire un diagnostic prénatal. Et donc, c'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Alors, le diagnostic préimplantatoire, qu'est-ce que c'est ? C'est on prélève des gamètes, donc l'ovule, le spermatozoïde, on fait une fécondation in vitro. Ensuite, on fait ça avec plusieurs gamètes, etc. On aura un panel d'embryons. Et sur ces embryons, on va faire ce qu'on appelle une biopsie biologique. Donc, en fait, on va regarder si cet embryon numéro 1, il a le gène délétère, si le 2, il l'a, etc. On fait, entre guillemets, un tri des embryons. Ça n'a pas l'air très éthique comme ça. Je crois que vous avez eu un cours en plus là-dessus. Je ne suis pas sûre. Donc, en fait, on sélectionne des embryons qui sont indemnes
et on va l'implanter dans l'utérus, et on aura une grossesse qui, normalement, ne donnera pas lieu à un enfant qui sera malade, si on a bien fait le diagnostic. Donc voilà, ça c'est le diagnostic préimplantatoire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Je vous ai perdu. Ok, super. Ok, on continue toujours avec le principe de bienfaisance. Hop, j'arrive à passer ma diapo. Alors, le principe de bienfaisance en génétique, on a vu qu'il était un peu complexe, déjà parce qu'il se déclinait en faire le bien pour le patient et pour les apparentés. Mais en plus, on voit que le principe de bienfaisance, il a évolué depuis Hippocrate. En fait, chez Hippocrate, le principe de bienfaisance, il était décliné en trois grosses parties. On faisait d'abord le diagnostic, ensuite on émettait nos pronostics et on agissait en faisant une thérapie. Donc c'est diagnostic, pronostic, thérapeutique chez Hippocrate. Et aujourd'hui, ça a évolué. Et le principe de bienfaisance, il se décline en un diagnostic, un pronostic, une thérapeutique. Mais par contre, on va faire en plus de la prévention. Vous l'avez vu, je reviens toujours au même exemple, hein, mais vous avez un gène de prédisposition pour le cancer du sein. Bon, on pourra prévenir la maladie chez les apparentés en faisant une mastectomie. La prévention, ça peut être aussi, vous savez que vous avez une prédisposition à une maladie génétique, je vais faire un diagnostic préimplantatoire avant d'avoir un enfant, au moins je sais que normalement, il ne sera pas malade. Donc ça, c'est la prévention qui se rajoute en fait au principe de bienfaisance aujourd'hui. Voilà, ça c'était important à savoir. Après, on n'a pas eu de questions dessus, mais bon, voilà. Alors, la génétique, on a vu qu'elle élargissait le cadre du colloque singulier. Le colloque singulier, c'est un mot compliqué pour dire le patient, en gros, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une empreinte génétique. L'empreinte génétique, elle est commune aux parents, aux enfants, aux frères et sœurs. Donc, vos données génétiques à vous, elles sont en partie communes à la fratrie, aux parents, aux enfants. Et c'est pour ça que le médecin, il doit inciter le patient à informer sa famille si vous avez une maladie génétique grave. Et le problème, c'est que parfois, il peut y avoir des tensions familiales. Et comme on l'a dit tout à l'heure, légalement, vous êtes obligé d'informer votre famille quand il y a une maladie génétique grave. Et dans ce cas-là, s'il y a des tensions, vous pouvez tout simplement demander au médecin d'informer votre famille à votre place. Parce que de toute façon, vous êtes obligé. Après, vous pouvez même avoir la famille qui porte plainte contre vous parce que vous ne avez pas informé de la maladie, etc. Donc, le médecin peut lui-même informer la famille. Et on en revient toujours à la même loi, la loi de bioéthique de 2021, qui dit qu'il faut légalement informer la famille du diagnostic. C'est ce qui est écrit en bas, en cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave, surtout quand on peut avoir des moyens de prévention, de soins, etc., on est obligé d'en informer la famille, sous peine de sanctions pénales. Et du coup, on voit que l'information génétique, ici, c'est une information morale et une information légale. Morale, parce que moralement, vous avez la même empreinte génétique que votre famille, donc ce serait bien qu'ils soient au courant quand même pour prendre leur prédisposition. Et une information légale, tout simplement parce que si vous ne le faites pas, vous risquez des sanctions pénales. Voilà. Alors, du coup, imaginez que vous avez une maladie génétique et que vous devez l'annoncer à votre famille. On va pouvoir voir qu'il y a différents ressentis face à l'annonce de cette information. Il y a 4 grands ressentis. Le premier ressenti, c'est quand l'information est informative et bien vécue. Donc là, vous le dites à votre frère, il dit « Ok, super, je vais aller voir un généticien ». Elle peut être informative et mal vécue. Là, votre frère, il va être affolé par l'annonce. Il a peur de mourir, il a peur, etc. Mais du coup, c'est informatif parce qu'il se dit, bon, ok, je vais aller voir un généticien. Ça peut être bien vécu, mais peu informatif. Là, votre frère, il dit, ok, c'est cool, tu me l'as dit, mais je sais que j'ai que 80% de chance de développer la maladie. Peut-être que je ne vais pas aller le voir du coup, parce que c'est pas sûr que je développe la maladie. Mais merci de me l'avoir dit. Et ça peut être ni informatif, ni bien vécu.
votre frère, il pige rien du tout parce que la génétique, c'est super compliqué à comprendre. Si vous n'êtes pas du milieu, encore plus. Donc, c'est ni informatif, ni bien vécu parce qu'il ne comprend rien. Voilà, donc ça, c'est 4 grands ressentis. C'est pas trop compliqué à apprendre, je sais même pas si c'est nécessaire. Enfin, si, il faut le savoir par cœur, mais voilà. C'était 4 grands ressentis. Ok. Alors, maintenant, on a vu le principe de bienfaisance. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au principe de non-malfaisance? Voilà, n'hésitez pas. Après, on aura même du temps, je pense, après le cours. Mais si vous voulez maintenant, il n'y a pas de souci. Bon. Si ça va... Au pire, vous prenez la parole si je ne vois pas le chat. Ça me rappelle une texte précise. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, c'est pas un cours qui est trop compliqué. Il faut bien... En fait, c'est surtout la compréhension. C'est ce que Elodie disait tout à l'heure. C'est pas du par cœur, il faut comprendre. Et le prof, il aime bien faire des petites mises en situation. Donc voilà, comprenez surtout les principes et comment ça marche. Ok, du coup, on va passer au principe de non-malfaisance et l'information génétique. Alors, j'arrive pas à passer ma diapo. Alors, petit rappel, je pense que vous le connaissez. Qu'est-ce que c'est le principe de non-malfaisance? Le principe de non-malfaisance, il réclame aux généticiens de ne pas faire subir de souffrance inutile aux patients. Voilà, ça c'est le principe de non-malfaisance. Et du coup, dans le principe de non-malfaisance en génétique, on pense directement au droit à l'accès à la connaissance de son génome. Et des tests génétiques, c'est le grand dilemme du cours. Est-ce qu'il faut faire des tests génétiques? Alors, on brandit le principe de non-malfaisance dans ce cas-là, en disant qu'on interdit des tests pour les maladies qui n'admettent pas de réponse thérapeutique. Voilà, parce que ça ne sert à rien. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous savez que vous avez développé Alzheimer, mais ok, c'est cool, mais il n'y a pas de thérapeutique. Donc, vous allez stresser pendant 20 ans avant de développer la maladie. Vous savez que vous la développez, mais il n'y a pas de réponse thérapeutique. Donc, avec le principe de non-malfaisance, on refuse de faire des tests génétiques en France pour des maladies qui n'ont pas de traitement thérapeutique. Et si vous avez la bonne idée d'aller faire un test aux États-Unis, qui eux le proposent, ils ont plein de boîtes comme ça génétiques, vous envoyez un échantillon d'ADN, ils vous font le test, vous recevez les résultats chez vous, c'est interdit aussi de le faire en France. Vous n'avez pas le droit d'aller à l'étranger le faire, parce qu'en fait, on vous protège contre vous-même. C'est une information compliquée, c'est peut-être pas vrai, c'est un peu compliqué, donc on refuse tout test génétique en France pour une maladie qui n'a pas de traitement curatif. Et du coup, est-ce que si vous avez envie de vous nuire, est-ce que c'est pas votre droit? Si ça vous dérange pas de savoir que vous allez être malade, qu'il n'y aura pas de traitement thérapeutique, mais au moins vous voulez savoir ce qui vous attend, est-ce que c'est pas votre droit? Alors ça, c'est une question qui met en avant le principe d'autonomie et le principe de non-malfaisance. Donc le principe d'autonomie, vous connaissez, c'est j'ai le droit de savoir. Voilà, en gros, c'est mon corps, c'est ma santé, j'ai envie de savoir. Et le principe de non-malfaisance, il ne faut pas faire de souffrance inutile aux patients. Et en France, la balance, elle pèse plutôt du côté du principe de non-malfaisance. En fait, on protège le patient contre lui-même. On ne veut pas que vous soyez tout seul devant votre écran en pleine nuit à découvrir que vous avez une maladie grave, non curable. Donc voilà, on ne vous fait pas faire de tests génétiques libres. Et en plus de ça, les consultations génétiques, elles sont faites uniquement sur prescription médicale. Voilà, donc c'est tout ça pour vous protéger, pour protéger le patient contre lui-même. On veut qu'il soit accompagné d'un généticien, qu'il ait les bonnes informations et qu'il ait des diagnostics pour des maladies qui sont curables, en gros. Voilà. Alors, toujours avec le principe de non-malfaisance, on va voir le cas de la médecine prédictive. Alors, la médecine prédictive, c'est une discipline de la génétique c'est dans le mot, qui va prévoir un peu, en fonction de ce que vous avez dans les gènes, les futures maladies que vous pourrez peut-être développer, ou si vous avez une maladie génétique, tout simplement. Et en fait, on va surtout voir le cas de l'enfant en génétique, parce qu'en fait, la recherche d'une maladie génétique chez l'enfant, ça peut être très stigmatisant. C'est le CCNE qui a rendu un avis en 2007 qui disait que le danger, c'était d'émettre une prophétie autoréalisatrice,
c'est-à-dire de faire advenir ce que l'on a prédit du seul fait qu'on a prédit. Alors, c'est une phrase un peu compliquée, et ça, c'est ce qu'on appelle le risque du contre-effet Pygmalion, ou encore appelé l'effet Golem. En gros, l'enfant, il va se caler sur l'image que se font de lui ses parents. Donc, je vous donne un exemple pour comprendre. L'effet Golem, c'est je donne du négatif, bah, tu récoltes du négatif. En gros, moi, c'est comme ça que je l'apprenais. Vous avez un enfant, vous lui répétez tous les jours qu'il est nul à l'école, qu'il ne réussira jamais, qu'il est bête, etc. Bah, l'enfant, il se cale sur l'image que se font de lui ses parents, et va se dire « Ok, bon, bah, je suis bête, je suis un moins que rien ». Et du coup, il va agir de telle sorte qu'il sera bête, il sera nul à l'école, etc. Donc ça, c'est l'effet Golem. C'est le négatif donne du négatif, en gros. Et c'est ce qu'on appelle le contre-effet Pygmalion. Donc du coup, l'effet Pygmalion, vous avez compris, c'est l'inverse. C'est si je donne du positif, bah, je récolte du positif, en gros. Vous allez dire tous les jours à votre enfant, t'es super, t'es le meilleur, etc., tu vas réussir. Bah, l'enfant, il va se caler sur l'image que se font de lui ses parents, mais c'est positif. Donc, bah, il va réussir, il va être le meilleur, il va avoir confiance en lui, etc. Donc ça, c'est l'effet Pygmalion. Donc Golem, c'est moins égale moins. Pygmalion, c'est plus égale plus. Moi, je l'apprenais comme ça un peu partout. Voilà. Alors, petit résumé sur le principe de non-malfaisance. En génétique, concernant le principe de non-malfaisance, on a 3 gros points de vigilance à avoir. Le premier, c'est que, en fait, on ne doit pas affoler le patient avec des prédispositions s'il n'y a pas de traitement. Ce qu'on a vu plein de fois là dans le cours, c'est des informations qui sont anxiogènes, c'est des maladies qui sont incertaines. Donc, on essaye de ne pas affoler le patient avec des prédispositions qui n'ont pas de traitement. Le deuxième point de vigilance, c'est qu'il faut faire attention à ne pas manquer au principe de malfaisance, notamment avec l'effet Golem. L'enfant, il est étiqueté malade, il se voit comme malade et c'est tout. Il se voit que comme ça, donc le moins égale moins. On lui dit qu'il est turbulent, mauvais, etc. Ben, il sera turbulent, mauvais, etc. Ça, c'est un manquement au principe de non-malfaisance, l'effet Golem. Et le troisième point de vigilance à avoir concernant le principe de non-malfaisance en génétique, c'est qu'il faut faire attention à ne pas créer une angoisse familiale, à ne pas faire des révélations inutiles, non désirées et imposées, tout simplement parce que c'est aussi un manquement au principe de non-malfaisance. Le prof, dans le cours, il parlait d'une femme qui était médecin et qui allait voir son médecin, enfin qui savait qu'elle était malade, mais elle n'arrivait pas à mettre des mots sur sa maladie. Et elle allait voir plein de médecins, elle allait faire plein de tests, etc. Les médecins ne trouvaient rien. Elle était dans une errance diagnostique pendant super longtemps. Et un jour, elle a fait un test génétique et ils ont découvert qu'elle avait une maladie génétique. Bah, c'est cool, elle a pu mettre ça l'a apaisée, elle a pu mettre des mots sur sa maladie. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, pour le principe de bienfaisance, on est obligé, quand on a une maladie grave, d'en informer sa famille. Du coup, elle a dû le dire à sa famille. Du coup, la famille, elle a vécu une révélation inutile, non désirée, imposée. Et on peut dire que là, la dame, elle a manqué à son principe de non-malfaisance. Voilà pour les 3 points de vigilance sur le principe de non-malfaisance. Est-ce que ça va toujours? On va passer au principe de justice, si ça va. C'est le dernier principe. Si vous avez des questions. Bon, vous ne répondez pas, c'est que ça va. Alors, du coup, le principe de justice. Oui, c'est bon. Ok, merci. Alors, principe de justice, je pense que vous le connaissez aussi. En génétique, même partout, le principe de justice, il se décline en 2 parties. C'est l'équité dans la distribution des ressources rares et l'égalité en dignité. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, la différence entre équité et égalité. Équité, c'est on donne la même chose à tout le monde. Égalité, c'est on met tout le monde au même niveau. Donc, équité dans la distribution des ressources rares, on donne la même chose à tout le monde et tout le monde a la même dignité. Ce n'est pas parce que vous avez une maladie génétique que vous êtes moins digne qu'une autre personne. Donc ça, c'est le principe de justice. Alors, on va voir en détail l'équité dans la distribution des ressources rares. En gros,
on demande en génétique à optimiser les biens. Il faut que le coût de dépistage soit pas trop élevé, que ça ne revienne pas trop cher à la société pour rien. Imaginons, on l'a vu tout à l'heure, vous voulez faire le test pour la mucoviscidose, voir si vous n'allez pas avoir un enfant qui est atteint. Imaginez que ce test, il coûte 1 000 €, je dis n'importe quoi, et que vous avez, je sais pas, 700 000 parents qui veulent le faire, bah, vous voyez que le coût de dépistage il est très élevé. Donc, ce qu'il faut faire attention en génétique, c'est d'optimiser les biens, de faire des tests pour des maladies. Du coup, ça, c'est le deuxième point qui est à droite, qui existent vraiment, pas des maladies hypothétiques, voilà, pour investir de l'argent pour des malades, des vrais malades, entre guillemets. Mais, on l'a vu tout à l'heure, on peut accepter un coût social qui est plus élevé, par exemple, pour des jeunes enfants. Et dans ce cas-là, on va négocier sur plusieurs critères. On a vu tout à l'heure que les critères de l'OMS, etc., bah, on n'était pas obligé de tous les cocher. On pouvait en avoir plusieurs qui étaient validés. C'est une négociation, en fait. Donc, on peut parfois, si c'est des jeunes enfants, accepter un coût social plus élevé parce qu'une vie, tout simplement, ça n'a pas de prix. Voilà. Et l'égalité en dignité. Alors, l'égalité en dignité en génétique, bah, un test génétique, c'est une entrée dans l'intimité de la personne. Les gènes sont inaltérables. Si j'ai accès à votre génome génétique, enfin à votre génome, voilà, j'ai vraiment accès à votre intimité plus profonde parce que bah, c'est vous, en fait, et c'est inaltérable, vous ne pourrez pas changer, c'est vos gènes et c'est comme ça. Et du coup, vu que c'est vraiment une entrée dans l'intimité de la personne, les assureurs, les employeurs, en fait, personne, quasiment, n'a le droit de connaître votre profil génétique. En aucun cas, l'assureur il va vous demander si vous avez des maladies génétiques. Il n'a pas le droit, en fait. Mais vous pouvez, par exemple, donner vos antécédents à votre banquier. S'il apprend que vous avez un cancer, je dis n'importe quoi, vous avez un cancer en stade terminal, il ne va peut-être pas vous faire un prêt élevé alors que vous êtes malade, quoi. Mais en aucun cas, il veut connaître votre profil génétique. L'égalité en dignité, elle dit aussi qu'il faut traiter le patient comme une fin en soi, surtout les enfants. Voilà, c'était Emmanuel Kant qui disait ça. Le prof, il n'avait pas trop parlé de ça, il avait juste mis une diapo. Donc je vous l'ai remis, c'est la diapo qui est ici. Il faut traiter le patient comme une fin en soi. Un enfant, c'est aussi un patient, c'est une personne comme une autre. Donc voilà. Ça, c'est les 3 points pour l'égalité en dignité. Alors, l'enfant, on l'a vu, c'est une personne humaine et donc elle doit être protégée comme une personne humaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas accéder aux informations génétiques de l'enfant à la demande des parents, comme ça. C'est pas possible. Tout simplement parce que l'enfant, c'est pas qu'une courroie de transmission de l'information génétique. Voilà, vous savez que, bah, je répète, hein, mais il y a une empreinte génétique dans la famille. Si l'enfant il a ses gènes, bah, les parents aussi, etc. Enfin, normalement, voilà, c'est ça. Donc l'enfant, ce n'est pas qu'une courroie de transmission de l'information familiale. Et en plus, si vous avez accès aux informations génétiques de l'enfant, bah, naturellement, les parents ils vont aller parler à tout le monde, à toute la famille, et tout le monde saura que vous avez des prédispositions. Ils vont vous étiqueter comme malade dans toute la famille. Ce sera « Ah mais oui, lui, il est malade, il a cette maladie génétique, c'est inaltérable, etc. » Donc voilà, l'enfant il doit être protégé comme une personne humaine. C'est pas parce que c'est un enfant que souvent le consentement dans les soins il est pris par les parents. C'est pas pour ça qu'il ne doit pas être protégé comme une personne humaine et comme une personne adulte, en gros. Et du coup, on en vient à parler aux tests de paternité. En France, ils sont interdits, sauf dans le cadre d'une affaire judiciaire. Donc si le juge il est OK, vous faites le test de paternité, mais sinon, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est pas partout pareil. En Suisse, on va plutôt aller du côté du principe d'autonomie du père, qui aura le droit de savoir s'il est le père ou pas. Donc, c'est bien pour le père, mais par contre, l'enfant, lui, il risque d'être abandonné, et donc il va vivre dans une situation précaire où il n'y aura qu'un parent, etc. Et en France, nous, on protège l'enfant de ça. Donc, on peut dire qu'en France, on a une vision personnaliste de l'enfant. L'enfant, c'est une personne comme une autre, donc on ne peut pas s'emparer de son génie.
Par contre, on émet quelques dérogations, notamment pour la maladie de la drépanocytose. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une maladie des globules rouges. Et en fait, chaque année, du coup, il y a des bébés qui naissent de cette maladie grave. Et on fait beaucoup de dépistage. Et en fait, si on fait un dépistage chez l'enfant, on pourra lui transmettre une information. On pourra dire, bon, bah voilà, votre enfant, il est hétérozygote pour cette maladie grave. Donc, hétérozygote, c'est que vous avez un gène sain et un gène malade. Normalement, enfin, dans la drépanocytose, si vous avez 2 gènes malades, bah, vous êtes sûr d'avoir la drépanocytose. Et donc, du coup, c'est important de savoir si vous êtes hétérozygote, parce que si un jour, vous voulez faire un enfant avec votre partenaire, et que lui aussi, il est hétérozygote, bah, vous allez donner chacun un gène à votre enfant. Et si par malchance, vous donnez tous les deux le gène où qui est délétère, bah, l'enfant, il sera malade. Donc, dans ce cas-là, on fait une petite dérogation. On dit, OK, on peut vous transmettre l'information pour la drépanocytose, pour la mucoviscidose, s'il est hétérozygote. Comme ça, lui, plus tard, par exemple, il pourra faire un diagnostic préimplantatoire, etc. et prévenir l'apparition de la maladie chez l'enfant. Voilà. Du coup, j'ai fini avec ma partie. On va faire quelques petits QCM. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait 3 petits QCM sur Google Clap. Si vous voulez qu'on fasse des petites questions avant, allez-y. Sinon, bah, je lance le QCM. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai été claire sur tous les points ou vous voulez qu'on revienne sur certains trucs? Oui. Ok, bah, je vous mets le QR code là. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Et oh non, c'est bon. Pareil, hein, je vous ai mis les QCM dans le diapo, comme ça vous pourrez vous entraîner chez vous. Puis il y a la correction qui est un peu plus détaillée. Ok, je ne sais pas combien on doit être. 14. Bon, allez, j'attends 2 petites minutes que vous vous connectez, puis on commence. Je suis bête, j'ai mis les réponses. Attendez, je remets le QR code. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous le voyez bien là, sur votre ordi, le QCM? Ok. Bon, bah du coup, allez, on commence. Je vous lis les questions. Ah, mais ça met toujours les réponses. Non, c'est bon. Alors, hop, première question. Alors, les médecins sont dans l'obligation de prévenir le patient d'une découverte incidente. Un patient a été diagnostiqué d'une maladie génétique grave et dans l'obligation d'en informer sa famille. La décision du patient d'être mis au courant du résultat de son test génétique relève du principe d'autonomie. Le fait que le patient se doit de divulguer l'information d'une maladie génétique à sa famille relève du principe de non-malfaisance. Ah, vous voyez les réponses. Et la génétique entre dans le cadre classique du serment d'Hippocrate. Alors, on va voir là. Ah, vous n'êtes que 2 à avoir répondu. Allez-y, je vous laisse un peu de temps. Allez, à 30, je mets la correction. Ah bah, il y a 30. Allez. Alors, correction. Du coup, c'était ABC. Normalement, il y a la correction ici. Non. Alors, les médecins sont dans l'obligation de prévenir le patient, c'est vrai, c'est selon la loi de bioéthique de 2021. La réponse B, c'est vrai, c'est selon la loi de bioéthique de 2021, mais partout cette loi.
Le résultat du test génétique, c'est une information morale et légale. Réponse C, c'est vrai. C'est le principe d'autonomie. Le patient il a le droit d'être mis au courant de son test génétique. Il peut savoir ou ne pas savoir. La question D, elle est fausse. Le fait que le patient doit divulguer l'information génétique, ça relève du principe de bienfaisance et pas de non-malfaisance. Non-malfaisance, c'est qu'il ne faut pas faire pas faire subir de souffrance inutile aux malades. Bienfaisance, c'est faire le bien pour soi et pour les apparentés. En génétique, c'est ça. Et la génétique entre pas dans le cadre classique du serment d'Hippocrate. On a vu, on doit informer la famille de prédisposition. Le médecin est obligé de vous donner les découvertes incidentes, donc c'est pas trop le cadre classique du serment d'Hippocrate. Ok. Allez, question 2. Allez-y, je vous laisse 3 minutes pour répondre. Je ne sais pas si vous voyez bien les propositions, en fait. Ah non, en fait, vous voyez. Oui, ah super. Parce que moi, je ne les vois pas en entier, c'est pour ça. Ah, c'est bon. Allez, on dit à 33 environ, je vous mets la correction. 34. Voilà, lisez bien chaque item, vous avez le temps. Allez-y, hein. Il y a encore 6 personnes qui doivent répondre. Allez, dans 1 minute, je mets la correction. Bon, je pense que vous avez tous compris un peu. Du coup, QM4, c'était bien la réponse E qui était vraie. C'est bien, je suis contente que vous avez compris. Alors, dans le cas où un malade refuse d'informer sa famille, le médecin doit toujours informer la famille, bah, c'est faux. Il n'a pas le droit, enfin, c'est logique. Si le patient et sa famille sont en mauvais termes, on peut demander au médecin d'en informer la famille, mais lui, en aucun cas, il peut aller trifouiller dans les affaires des autres et informer la famille sans l'accord du malade. C'est interdit, et tant pis, si le patient ne veut pas informer sa famille, bah, lui, il aura des sanctions pénales, mais c'est tout. Ça, je crois que c'était une question qu'il y avait dans les annales. Mais pas de cette année, je crois que c'était il y a 2 ans, quoi, je l'avais vu. Question B. Le principe de bienfaisance en génétique décrète qu'il faut faire le bien uniquement pour le patient. Non, ça vous l'avez bien compris. C'est pour le patient et pour les apparentés qui pourront bénéficier d'un traitement curatif ou préventif, d'une consultation génétique ou d'un diagnostic prénatal. La question C. Le diagnostic préimplantatoire correspond à une fécondation in vivo. Ça, c'est un piège un peu nul. C'était in vitro. Pourquoi la A est fausse? Ah, alors, là, la question A, c'est si le malade il refuse d'informer sa famille de son résultat génétique, le médecin il doit toujours informer la famille lui-même. En fait, c'est faux. Si tu veux, je reviens sur la diapo. Je sais plus où je l'avais mis. Bon, je t'explique comme ça. En gros, tu sais que tu as une maladie génétique grave et tu es obligé d'en informer ta famille, toi, légalement. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette partie du cours. Tu es obligé parce que sinon, bah, ta famille, elle peut porter plainte contre toi et toi, tu risques des sanctions pénales. Par contre, si tu as des tensions avec ta famille, tu peux demander au médecin qu'il en parle lui-même à ta famille. Mais en aucun cas, toi, tant que tu n'as pas dit oui, allez voir ma famille, je ne m'entends pas avec eux,
en aucun cas, le médecin, il peut, dans ton dos, aller parler à ta mère, à ta sœur, etc. et dire oui, il est malade, il a une maladie génétique. Parce que ça, c'est le secret médical. Le secret médical, le médecin, tout ce qu'il y a entre le médecin et le patient, ça reste entre le médecin et le patient. En aucun cas, même si le patient il risque une sanction pénale, il pourra aller voir ta mère, ta sœur, etc. et lui dire bon bah votre enfant il est malade. C'est interdit, c'est le secret médical. Je sais pas si tu comprends. Et si le médecin, si le patient il ne dit rien à sa famille, bah tant pis pour lui, il passera au tribunal quoi. Est-ce que c'est plus clair pour la question A? Après, si c'est pas clair, tu peux prendre la parole. Mais en gros, c'est le secret médical, le médecin, il peut pas aller parler à la famille comme ça. Il faut l'accord du patient. Ok, ça va. Bon, je repasse à la question D. Principe de bienfaisance, c'est bien, vous avez compris. Aujourd'hui, c'est diagnostic, pronostic, thérapeutique et thérapeutique. Tout à l'heure, tu as dit que les maladies génétiques, oui. Alors, je t'ai embrouillé avec le serment d'Hippocrate. Je t'ai embrouillé avec cette diapo. Est-ce que tu vois toujours le diapo? Je crois que je t'ai embrouillé avec ça. Alors, en gros, on a vu que la génétique, elle ébranlait le cadre classique du serment d'Hippocrate, parce que, en gros, le généticien, il découvre que tu as une maladie Y, alors que toi, tu es venu pour une maladie X, il est obligé de t'en informer. Et toi, en plus de ça, tu es obligé d'en informer ta famille si c'est une maladie grave. Ça, c'est clair, tu es obligé. Si tu as des tensions dans ta famille, je ne sais plus où je l'avais mis, si tu as des tensions, je sais plus où il est. Voilà. Si tu as des tensions dans ta famille, tu peux dire à ton médecin, est-ce que vous pouvez en informer ma mère parce que moi, je ne m'entends pas avec elle. Et le médecin, bah, voilà, il va prendre rendez-vous avec sa mère, il va lui dire, voilà, il y a une maladie génétique dans votre famille, etc. Par contre, tant que toi, tu n'as pas demandé au médecin d'en informer ta famille, le médecin, il ne peut pas, dans ton dos, aller le dire à ta mère, à ta sœur, etc. Je ne sais pas si c'est clair, j'arrive pas trop à expliquer. En gros, attends, je te remets l'item. Dans le cas où le malade refuse d'informer sa famille, le médecin doit toujours informer la famille. Bah non, en fait, c'est voilà, bah, c'est bon, t'as compris. C'est tant que toi, t'as pas dit OK, allez dire à ma mère, bah, il n'a pas le droit de le faire. Voilà. Ok, bah n'hésitez pas si c'est pas clair. Du coup, la réponse D, je crois que c'est bon, vous avez compris. Chez Hippocrate, il n'y avait que 3 grandes parties et aujourd'hui, il y en a 4. Et la loi de bioéthique de 2021 énonce qu'il faut légalement informer la famille du diagnostic, ça c'est vrai, on l'a vu plein de fois. Voilà. Alors, dernière question. Allez, je vous laisse répondre. Allez, on va dire à 42. C'est précis, mais à 42, là, sur mon écran, on fait la correction. Il n'y a plus personne qui répond? Ah, c'est bon. Voilà, vous voyez en même temps dans les QCM, c'est un peu ce que le prof faisait dans les concours. C'est pas du par cœur qui vous demande, c'est vraiment essayer
de réfléchir aux différents principes, à différentes situations. Mais derrière, il faut quand même savoir un peu par cœur certains trucs pour comprendre. Allez, encore 2 minutes. Allez, dans 1 minute, on corrige. Bon, je vois que ça ne bouge plus. Allez, on met la correction. Globalement, vous avez bien répondu. Donc, c'était ACD. Alors, je reviens sur la correction. Alors, effectuer un test de dépistage pour les maladies n'admettant pas de réponse thérapeutique est contraire au principe de non-malfaisance. C'est vrai, on l'a vu. À quoi bon faire le test pour la maladie d'Alzheimer s'il n'y a pas de traitement thérapeutique, ça va juste vous mettre mal, en fait. Vous savez que vous êtes condamné. Donc, c'est le contraire au principe de non-malfaisance. On ne peut pas faire de mal inutile aux patients. La réponse B, effectuer un test de dépistage du cancer est interdit en France. Faux. Il existe des moyens de prévention comme la mastectomie, donc on peut effectuer ce test. Et en plus, vous pouvez en informer votre famille qui, eux aussi, pourront prévenir la maladie, etc. Donc, c'est plutôt pas mal de le faire. L'effet golem traduit l'idée selon laquelle l'enfant va se caler sur l'image que se font de lui ses parents. Oui, l'effet golem, c'est le moins égale moins. Si tu dis à ton enfant qu'il est nul, bah, entre guillemets, il deviendra nul. Bon, c'est pas forcément vrai, mais en gros, c'est ça. Et Pygmalion, c'est l'inverse. Si tu dis qu'il est le meilleur, bah, il deviendra le meilleur. Le principe de justice promeut l'égalité en dignité et l'équité dans la distribution des ressources rares. Oui, ça c'était surtout dans le cas de la génétique, on l'a vu. Égalité en dignité, équité dans la distribution des ressources rares. Et réponse E, un banquier peut refuser de vous accorder un prêt après avoir été mis au courant de certaines prédispositions génétiques. Non, on l'a vu, c'est un peu fourbe comme piège, c'est interdit de lui donner des prédispositions génétiques parce que c'est une entrée vraiment dans votre intimité. Donc ça, c'était dans le principe de justice au niveau de l'égalité en dignité. C'est interdit que le banquier vous demande vos prédispositions génétiques. Par contre, il peut vous demander si vous avez eu un cancer. Donc, il y a une question. Ah, pour quelle raison on refuse s'il a déjà eu le cancer? Non, hein? Alors, en gros, un cancer, c'est pas forcément génétique. Et ton banquier, tu vas aller faire un prêt, il peut te demander est-ce que vous avez eu des antécédents. Imagine, toi, tu es en cancer en phase terminale. Tu lui dis voilà, j'ai un cancer phase terminale, je voudrais un prêt pour acheter ma maison. Le banquier, lui, son but, il est quand même là pour se faire de l'argent. Et pour ne pas perdre son argent, il va dire ouais, mais s'il est en phase terminale, c'est triste, mais il risque de mourir avant de me rembourser mon prêt. Et dans ce cas-là, il va refuser de faire le prêt. Par contre, tu n'as pas le droit. En fait, si vous voyez la diapo. Attends, je remets. Je ne sais plus où j'avais mis. Voilà, ça c'est l'égalité en dignité. Par contre, tu n'as pas le droit de donner des informations. Il n'a pas le droit de te demander des informations génétiques parce qu'en fait, un test génétique, c'est une entrée dans l'intimité de la personne. C'est ce qu'avait dit le CCNE. Les gènes, ils sont inaltérables, donc tu n'as pas le droit, il n'a pas le droit de te demander un test génétique. Voilà, parce que c'est vraiment, c'est toi, quoi. Normalement, il peut, dans ce cas. Alors,
attendez. Dans le cas, s'il est au courant, s'il est au courant que tu as une maladie, s'il est au courant que tu as une maladie génétique, est-ce qu'il peut refuser? Je pense que oui, mais il peut. En fait, la question, c'est dans le sens, il va te demander un test génétique. Ça, c'est interdit. Il n'a vraiment pas le droit. Voilà. Par contre, il peut te demander si tu as un cancer. Parce que un cancer, c'est pas forcément génétique. C'est pas une entrée dans ton intimité. Désolée, je suis un peu nulle pour expliquer. Est-ce que c'est mieux pour l'item E? Je comprends. Et après, est-ce que tu rémissionnes de ton cancer? Pareil, si tu es en rémission, après ça, c'est à lui de voir. Hein. Je ne suis pas banquière, donc je ne sais pas, mais peut-être qu'un prix pas trop élevé, il voudra. Mais il va négocier avec toi, je pense. Mais il peut te demander si tu as eu des cancers. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Un banquier, un assureur, un employeur, ils n'ont pas le droit de connaître votre génome, mais ils peuvent savoir si vous avez des antécédents d'autres maladies. En gros. Est-ce que c'est mieux? Et après, traiter le patient comme une fin en soi. Ouais, alors c'est une partie, le prof n'en avait pas parlé, mais vu que c'était dans son diapo, je voulais vous le remettre. L'égalité en dignité, en gros, traiter le patient comme une fin en soi, ça veut dire que... comment dire? Alors, en gros, Kant, il disait « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. » En gros, le patient, c'est une personne humaine à part entière. Un patient, c'est un patient, qu'il ait un handicap sévère, qu'il aille très bien ou quoi. C'est un patient, il est autant digne qu'un autre. En gros, c'est ça. Mais le prof n'avait pas trop insisté dessus et il s'était juste servi de cette diapo pour faire la transition avec les enfants. Un enfant, même si c'est un petit qui est sous la responsabilité de ses parents, ça reste un patient, c'est une personne comme une autre. En gros, c'est ça. Mais franchement, ne vous inquiétez pas, le prof n'a pas du tout parlé de ça, mais je vous ai mis la diapo quand même. Traiter le patient comme une fin en soi. Ça va? Est-ce que ça va? En gros, essayez de retenir un peu ce que Emmanuel Kant a dit. Mais voilà. Franchement, le prof n'avait pas insisté dessus. Mais je vous l'ai mis quand même. Ok. Est-ce que ça va? Ouais, c'est ça. C'est le COS qui avait dit ça. Vous n'avez aucune chance, mais c'est là. Ok. Est-ce que ça va? Non, on a fini. Si vous avez d'autres questions sur les QCM, sur le cours, ou même si vous avez des questions sur d'autres cours, là, comme c'est la fin de la pré-rentrée, et comme on a un peu de temps, n'hésitez pas. Voilà. Et voilà, je vous fais un petit rappel. Déjà, merci pour votre attention, pour vos questions, etc. Et du coup, demain, le TAM, il organise une après-midi de cohésion à la fac de médecine, c'est dans les jardins, de 14 à 16. Du coup, si vous pouvez, voilà, venez. Sur Instagram, vous avez toutes les infos. Vous allez avoir un formulaire à remplir, je crois, si vous voulez venir demain. Voilà, puis en vrai, venez, c'est cool, vous allez rencontrer d'autres gens, des gens dans votre majeur, des tuteurs, etc. Donc ça peut être cool. Ou faire un groupe de travail, etc. Y a-t-il un? Non, il n'y a plus c'est fini. C'est la fin de la pré-rentrée. Vous avez un QCM demain et c'est tout. Voilà. Les cours de l'AS2, les cours à distance, vous les recevez normalement en 2 fois. Premier semestre, je crois qu'on les a vus fin octobre. On les a vus tard quand même, début octobre. Non, fin octobre, début novembre. Et après, vous les avez en janvier, je crois. Ouais, c'est ça, mi-octobre. Et la deuxième partie, c'était janvier. Mais ils ont mis du temps. Franchement, vous inquiétez même pas si vous avez aucune nouvelle. Nous, ils ont été super longs à nous mettre au courant de comment ça allait se passer. Donc, vous n'allez pas avoir des nouvelles directes, mais concentrez-vous sur votre majeur, là, de toute façon.
les cours en LAS sont plus simples. Alors, ils sont plus allégés qu'en PASS. Vous allez voir, il y a beaucoup moins de détails, même en anatomie et tout. Bah, je pense que vous l'avez vu, hein, mais voilà, c'est plus court. C'est simplifié, mais vous avez quand même les bases, quoi. Après, oui, c'est mineur, donc le but, c'est pas de passer trop de temps dessus. Vous avez votre majeur à gérer. Les cours, ils sont plus allégés qu'en PASS. Bah oui, et du coup, on n'a pas d'infos sur les LAS 2, LAS 3. Je pense que les LAS 2, vous avez les mêmes cours que nous l'année dernière. Et les LAS 3, je crois que ça va peut-être changer, non? Du coup, pour les LAS 3, j'interviens. Ouais. Les LAS 3 vont avoir plein de nouveaux cours cette année. Du coup, ça sera surprise. Bon. Mais Voilà. les LAS 2, ils auront les mêmes cours, du coup, je pense. Oui. Ouais, c'est ça, hein. Pour le Bon. QCM, faut-il se connecter à 8 heures? Alors ça, demande au compte Installas. Il me semble que oui. Mais demande au compte Installas. Est-ce que toi, en deuxième année, tu sens que tu es au même niveau que ceux qui ont réussi passe? Bah, du coup, je sais pas, parce que j'ai pas encore commencé. Mais on verra. Il y a des gens qui disent que... Alors, j'en sais rien si c'est vrai ou pas, mais il y a des gens qui disent que les élèves qui sont en LAS en deuxième année, ils ont un peu plus de mal que les passes. Mais, mais je sais pas, on verra du coup. Après, c'est une question de travail. Je pense que si tu bosses régulièrement, bah, tu peux t'en sortir aussi bien qu'un pass. Oui, après, enfin, certes, au début, il y a une différence de niveau, mais quand tu arriveras en troisième ou quatrième année, la différence, elle se sentira plus. Oui, voilà. Et surtout à ne pas faire, c'est envoyer un mail au doyen comme quoi le rythme est trop soutenu, parce que ça le fout un peu en rogne. Mm. Il y a des LAS qui ont fait ça, c'était pas terrible. Mm. Mais c'est faisable, il faut juste bosser un peu plus que les autres. C'est tout. Il faut juste bosser un peu plus que les passes et après c'est tranquille. Du coup, voilà. Je crois qu'on a fini, c'est ça? Ouais, c'est bon. Voilà, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas, on est joignable sur tous les réseaux du TAM, évidemment sur le réseau du bien-être. N'oubliez pas l'après-midi cohésion. Euh, En octobre, du coup, on organisera une petite journée avec des lasses et tout pour ceux qui sont chauds. Euh, et voilà, il y aura plus d'informations, on vous régale et on est le TAM. Euh, comment se déroule le CCB de demain? Alors là, j'ai aucune information. Franchement, ça vaut mieux demander au VP LAS parce que personnellement, je ne m'en suis pas occupé et j'ai eu aucun retour. Donc, demandez aux filles. Elles sauront mieux vous indiquer que moi. Voilà. Du coup, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un a des questions encore? Oui, non, peut-être, éventuellement. Après après l'AS2, on passe en l'AS3 ou médecine kinésique? Ouais, c'est ça. Si, si tu tentes le concours cette année, oh là là, c'est compliqué. En gros, si c'est ta deuxième chance que tu tentes cette année, tu ne pourras pas passer en l'AS3. Par contre, si c'est ta première chance là maintenant, tu peux passer en l'Astro l'année prochaine. Voilà. Faut que en fait tu aies tenté 2 fois en tout à la fin. Donc si à la fin de ta LAS 2 tu tentes le concours, ben tu pourras pas passer en LAS 3 parce que enfin et que tu as tenté une deuxième fois plutôt. Tu pourras pas passer en LAS 3 parce que tu as tenté 2 fois. J'espère que tu as compris. Du coup, voilà. Perfecto. Euh, ben, du coup, bon courage à tout le monde. Reposez-vous bien, passez de bonnes vacances et bonne rentrée à la faculté. Bienvenue.